Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction des exercices IFOD WABI 2025. Donc la dernière fois, nous avons corrigé l'exercice 1, mais nous n'avons pas conseillé les gens de commencer par cet exercice parce que ça devait déstabiliser certains. Ensuite, nous avons corrigé l'exercice 2, lui également, il n'est pas très simple. Ensuite, on a corrigé l'exercice 3. Aujourd'hui, il est question de corriger l'exercice 4, l'exercice par lequel il fallait commencer selon moi. Alors, l'exercice 4 n'est pas très compliqué, mais avant toute chose, nous tenons à vous présenter ce document qui a été conçu pour aider toute personne qui prépare le concours de l'IFOR de voie B à réussir en toute sérénité. Donc, dans ce document est consacré à toute personne qui a des licences scientifiques et dans ça, vous allez trouver le détail sur les 3 sujets qui viennent au concours. Alors, pour le sujet de mathématiques, vous allez trouver les anciens sujets corrigés depuis 1993. Ensuite, vous allez voir également les sources des anciens sujets et quelques exercices type concours. Pour culture générale, vous allez avoir dans ce document la méthodologie, les thématiques majeures et quelques conseils pour bien aborder les sujets. Et enfin, pour le sujet de probabilité et statistique, c'est pareil, vous allez avoir là les corrigés depuis 1997. Ensuite, les origines des exercices et les exercices corrigés. Donc, voilà, si vous voulez vous procurer ce document pour une meilleure préparation et pour garantir votre réussite, vous pouvez nous contacter par WhatsApp sur ce numéro ou bien nous laisser un message, un commentaire sur YouTube ou nous envoyer un message à notre adresse email. Donc, sans plus tarder, on va commencer la correction de l'exercice 4. Très bien. Alors, que dit l'exercice 4? L'exercice 4, il est là. Donc, nous allons faire un peu d'espace. OK. Donc, l'exercice 4, c'est un exercice sur les endomorphismes. Alors, l'exercice dit que E désigne l'espace vectoriel des fonctions continues de R dans R. D'accord? Donc, E désigne l'espace vectoriel des fonctions continues de R dans R. Delta, c'est l'application qui a toute fonction f de E associe la fonction delta f égale à g, définie par g de x égale à intégrale de 0 à x de f de t dt, montrer que delta est un endomorphisme. Donc, pour montrer que delta est un endomorphisme, il faut montrer que delta est linéaire et bien défini. C'est ça qui va tuer beaucoup de personnes parce que, alors, on récapitule un peu. On a dit que E, c'est l'espace vectoriel des fonctions continues de R vers R. D'accord? Et ensuite, on a défini delta. Delta, une application de E vers E qui a toute fonction associe delta de f tel que delta de f de x est égal à intégrale de 0 à x de f de t dt. La question c'est montrer que delta est un endomorphisme dont appartient à L de E. L de E, c'est l'endomorphisme de E. Donc, pour montrer que delta est un endomorphisme de E, il faut montrer que delta est bien défini, premièrement. Ensuite, il faut montrer que delta est linéaire. Donc, on va commencer par montrer que delta est bien défini. Donc, pour montrer que delta est bien défini, il suffit de montrer que quel que soit f qu'on prend dans E, delta de f appartient à E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que delta de f est continu. D'accord? Donc, là, c'est simple. On va dire que delta de f est la primitive d'une fonction continue. Donc, elle est continue. Donc, delta f est continu comme primitive d'une fonction continue. D'une fonction continue. D'accord? Donc, ça montre que delta de f est bien défini. Donc, delta est bien défini. Ça, beaucoup de personnes n'ont pas, lorsqu'on corrigeait les copies, beaucoup de personnes n'ont pas abordé cet aspect et ça leur a coûté un peu cher. La deuxième des choses, c'est de montrer que
delta est linéaire, d'accord? Donc, on va étudier la linéarité de delta. Pour étudier la linéarité de delta, on va considérer deux vecteurs de E, donc soit f et g dans E, et deux scalaires, deux nombres réels scalaires. Et puis, on va calculer delta de AF plus BG, le tout appliqué à x. Donc, pour calculer ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de AF de t plus BG de t, de tout dt. D'accord? Ça, c'est évident. Alors, à cause de la linéarité de l'intégrale, on va dire que c'est égal à A intégrale de 0 à x de f de t dt plus B intégrale de 0 à x de g de t dt à cause de la linéarité de l'intégrale. Donc, on voit que ceci est donc égal à quoi? C'est égal à A delta de f de x plus B delta de g de x. C'est donc égal à A delta de f plus B delta de g de tout appliqué à x. Conclusion, delta de AF plus BG est égal à A delta de F plus B delta de G, ce qui montre que delta est linéaire. Donc, c'est tout pour la première question. Donc là, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Que dit la deuxième question? La deuxième question dit vérifier que pour toute fonction f de E, delta de f est dérivable. D'accord? Alors, pour déduire que delta de f est dérivable, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse. On sait que f est continu. Donc, f est continu. Ça entraîne donc que delta de f est dérivable. Et d'ailleurs, on a la dérivée de delta de f de x, c'est égal à la dérivée de l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Oui, dans la dérivée de ceci, c'est égal à f de x. Donc, conclusion, delta de f' est égal à petit f. Ça, c'est pour le 2a. Le 2b, on déduit que delta n'est pas surjectif. Donc, on dit dans déduire là que delta n'est pas surjectif. Delta n'est pas surjectif. Donc, on va essayer de faire un raisonnement un peu par l'absurde. Donc, on va dire que si delta est surjectif, alors, quelle que soit la fonction continue g qu'on prend dans E, il va toujours exister une fonction f dans E telle que delta de f égale à g. Donc, g' est égal à f. D'accord? Parce que si on dérive un membre à membre, on va obtenir que g' est égal à f. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que toute fonction continue serait la dérivée d'une fonction continue. D'accord? C'est-à-dire que toute fonction continue, n'est-ce pas, est la dérivée d'une fonction continue.
D'accord? Ce qu'on vient d'écrire veut dire que, bon, je reprends, on dit, on suppose que delta est surjectif. Ça veut dire que, quelle que soit la fonction continue qu'on prend dans G, on va toujours trouver une fonction continue dans F telle que euh, G est égal à delta de F. En d'autres termes, tel que G' est égal à F. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que toute fonction continue, donc F, est la dérivée d'une fonction continue. Ce qui est absurde, ce qui n'est pas vrai. D'accord? Ce qui n'est pas vrai. Car si on considère g de x égale à valeur absolue de x, d'accord, on a bien g qui appartient à E parce que g est continu. Mais g n'est pas dérivable en 0. D'accord? Bon, peut-être pour être dans l'intervalle 0x, on peut prendre g de x égale à valeur sur de x moins 1. Donc, g appartient bien à E, mais g n'est pas dérivable en 1. D'accord? Donc, ça contredit le fait qu'on est supposé que delta est surjectif. Donc, conclusion, delta n'est pas surjective. Très bien. Donc, on passe à la question 3. Donc, ça, c'était... Oui, la question 3, montrer que delta est injective. Donc, pour montrer que delta est injective, il suffit de trouver le noyau de delta. D'accord? On sait que, juste en guise de rappel, delta est injectif si et seulement si k de delta est égal à l'application nulle, dans le vecteur nul de E. Donc, on va chercher donc k de delta. On va dire soit f appartenant à E tel que delta de f égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x dans R, intégrale de 0 à x de f de t dt égale à 0. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Bon, alors, pour ne pas aller très vite, on va écrire ça autrement. Quel que soit x dans R, delta de f de x égale à 0, parce que delta de f, c'est l'application nulle. Ça veut dire que intégrale de 0 à x de f de t dt égale à 0. Si on dérive membre à membre, on aura donc f de x égale à 0, quel que soit x dans R. Ceci montre donc que f n'est rien d'autre que l'application nulle de E. Donc, k de delta est égal à l'application nulle de E. Conclusion, delta est donc injectif. Delta est injective. Très bien. Donc, elle est injective, mais elle n'est pas surjective. Question 4. Alors, dans cette question, on suppose que delta possède une valeur propre lambda non nulle. On suppose que delta possède une valeur propre lambda non nulle et on désigne par f un vecteur propre associé à lambda. Donc, f, c'est le vecteur propre associé à lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on est dans la situation où lambda est différent de 0 et f est un vecteur propre associé à lambda. Ça veut dire que delta de f est égal à
lambda f. D'accord? Ça, c'est la définition du vecteur propre associé à une valeur propre. Petit a, montrer que la fonction h définie par h de x égale à f de x fois exponentielle de moins x sur lambda est constante. Donc, 4a, montrant que h de x qui est égal à f de x fois exponentielle de moins x sur lambda est constante. Donc, pour montrer ça, c'est très simple. On va partir du fait que delta de f égale à lambda f. Ça veut dire que si on dérive membre à membre, on aura delta de f prime est égal à lambda f prime. Or, delta de f prime, c'est quoi? C'est f est égal à lambda f prime. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir une équation différentielle. On divise le tout par lambda, on aura 1 sur lambda, f égale à f prime. Ça veut dire que f prime moins 1 sur lambda, f égale à 0. Donc, f vérifie cette équation différentielle. Très bien. Donc, pour montrer que h est constante, il suffit de montrer que sa dérivée est égale à 0, quel que soit x, n'est-ce pas? Donc, on va calculer h' de x, quel que soit x dans R, quel que soit x qu'on prend dans R. h' de x est égal à la dérivée de f de x fois exponentielle de moins x sur lambda. Alors, ça, c'est le produit de deux fonctions. Ça, c'est le produit de deux fonctions. On connaît la dérivée de u. En guise de rappel, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc, ici, ça va faire f' de x fois exponentielle de moins x sur lambda plus f de x fois la dérivée de l'exponentielle de moins x sur lambda qui sera moins 1 sur lambda exponentielle de moins x sur lambda. Donc, on va mettre exponentielle de moins x sur lambda en facteur, exponentielle de moins x sur lambda, facteur de f' de x moins 1 sur lambda, f de x. Or, d'après étoile, si on appelle cette relation aussi étoile, d'accord? D'après étoile, cette quantité est égale à exponentielle de moins x sur lambda fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, h' de x, h' de x est égal à 0. Ceci, quel que soit x qu'on prend dans R, h' de x est égal à 0. Donc, h est une fonction constante. H est une fonction constante qu'on va appeler K. Très bien. Une fois qu'on a montré que h est une fonction constante, on dit de déterminer alors delta de f. La question, c'est 4b. C'est à quoi est égal à delta de f? Il est égal à quoi? Donc, pour trouver delta de f, d'accord, nous savons que h de x égale à un k, une constante réelle, quel que soit x. Or, on sait que c'est aussi égal à, d'accord, c'est aussi égal à f de x fois exponentielle de moins x sur lambda. Donc, ça veut dire que f de x est égal à k fois exponentielle de x sur lambda, tout simplement. Donc, maintenant, pour trouver delta de f, on sait que delta de f est égal à lambda f. Delta de f égale à lambda f. Delta de f égale à lambda f. Ça veut dire que si ça veut dire que quel que soit x qu'on prend dans R, on aura intégrale de 0 à x de f de t dt est égal à lambda f de x. Donc, si on remplace f par son expression,
Ça veut dire que quel que soit x qu'on prend dans R, on aura intégrale de 0 à x de k exponentielle de x sur lambda. Non, pas de x ici, c'est de t sur lambda exponentielle de t sur lambda. T sur lambda dt est égal à lambda k exponentielle de x sur lambda. D'accord? Donc, à ce niveau, si on remplace x par 0, puisque cette relation est vraie quel que soit x, si on remplace x par 0, on aura 0 est égal à lambda k. C'est-à-dire que k égale à 0 car lambda est différent de 0 par hypothèse. Ça veut donc dire quoi? Si k égale à 0, ça veut dire que notre f de x est égal à... Alors, si k est égal à 0, bon, pas f de x, si k égale à 0, ça veut dire que delta de f est égal à intégrale de 0 à x de 0 fois exponentielle de t sur lambda dt qui est égal à 0. Donc delta de f est égal à la fonction nulle. D'accord? Je crois que c'est ce qui est demandé. Conclure. Quatrième question, question C, on dit conclure à l'aide des questions précédentes que delta n'a aucune valeur propre. Delta n'a aucune valeur propre. Donc, pour conclure que delta n'a aucune valeur propre, c'est très simple. On va utiliser 4A et 4B. Donc, 4C, on va dire que si delta possède une valeur propre, lambda différent de 0, alors on aura, qu'est-ce qu'on a? On a f vecteur propre associé à lambda vérifie delta de f égale à 0, c'est-à-dire delta prime de f qui est égal à f est aussi égal à 0. Or, 0 ne peut être un vecteur propre. Par définition, un vecteur propre est non nul. Ne peut être un vecteur propre. Car les vecteurs propres sont différents de 0. Les vecteurs propres sont différents de 0. Donc, ça permet de conclure que, conclusion, delta ne possède pas de vecteur propre, de valeur propre non nulle. Delta ne possède pas de valeur propre non nulle. Donc, c'est tout pour cet exercice. Rendez-vous pour la correction du prochain exercice. On espère que vous serez des nôtres. Abonnez-vous, partagez au maximum. Contactez-nous si vous voulez entrer en possession de ce document et à très bientôt.